Franck Simon, qui avant de prendre la direction donc de France X, a été directeur technique du réseau Renater, pour lequel il a travaillé pendant près de 15 ans. Dans le cadre de ses fonctions à Renater, il a aussi été responsable technique du Sphinx pendant près de 10 ans. Franck a une grande expérience des réseaux WAN et des backbone opérateurs et est aussi au fait des stratégies et politiques d'interconnexion entre opérateurs et du contexte du peering en France et en Europe. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire un retour terrain en fait, de par mon expérience, tout en traitant évidemment le sujet du jour, qui est la résilience de l'Internet. Donc, c'est vu d'un point d'échange Internet français, donc vu de France X, mais France X en tant que plateforme qui interconnecte les opérateurs. Donc, je vais parler pas mal infrastructure, opérateurs de backbone, et puis également ce qu'on arrive à voir en termes de robustesse et de résilience vu d'un point d'échange. Donc, tout d'abord, en fait, une vision très simplifiée de l'Internet, mais bon, comme j'avais qu'une demi-heure, il fallait bien poser les briques, et après je vais les détailler, et puis faire un schéma de l'Internet sur un slide PowerPoint, ça tient pas. Donc, j'ai résumé à quelques briques principales. Donc la première, en fait, c'est plutôt la vision vue de l'internaute ou de la petite société connectée sur Internet. Donc il y a une box ou un routeur, il y a un équipement de collecte ensuite qui est l'opérateur ou le FAI en question. Et puis ce même opérateur ou FAI, à un moment donné, il y a des équipements de concentration de cœur de réseau et que j'appelle équipement corps. Et puis ce même opérateur, il faut bien qu'il discute avec le reste du monde. Donc il y a une notion d'interconnexion avec les éléments extérieurs qui se posent et on peut regrouper cette interconnexion avec les éléments extérieurs en 3 catégories. La partie peering public, c'est-à-dire interconnexion de cet opérateur avec d'autres opérateurs à travers un point d'échange, donc à travers une interface mutualisée qui permet de voir l'ensemble des acteurs présents. Des interconnexions physiques spécifiques, c'est-à-dire le peering privé, autant d'interconnexions physiques avec cet opérateur qu'il en décide de s'interconnecter avec d'autres. Et puis, comme on ne peut pas s'interconnecter avec tout le monde, à un moment donné, il faut bien une porte de sortie globalisée pour voir tout le reste, qu'on ne voit pas ni à travers le point d'échange sous forme de peering public, ni via des interconnexions spécifiques, et ce que j'ai appelé les accès IP transit, qui est pour voir tout le reste de l'Internet. Donc la résilience de l'Internet, la liste n'est pas exhaustive, mais en fait, je vais traiter les 5 points qui sont mentionnés ici. Donc on va traiter la partie résilience des architectures sur les réseaux d'opérateurs, la résilience des interconnexions physiques, puisque comme je l'ai mentionné, les opérateurs, à un moment donné, en dehors de l'infrastructure réseau, il faut qu'ils s'interconnectent avec le reste du monde. La résilience des interconnexions logiques, donc là, ça va être certains points également qui ont été mentionnés jusqu'à présent, c'est-à-dire les interconnexions BGP entre opérateurs, entre réseaux. La résilience des ressources critiques de l'Internet, ça a déjà été mentionné en partie, notamment par Daniel, avec les ressources critiques de l'Internet, les ressources DNS notamment. Et puis, évidemment, la résilience de la supervision, mise en place d'une politique de sécurité, parce qu'on verra que c'est bien faire des beaux dessins de design, de réseau dans tous les sens, en redondant tout ce qu'on veut. Si à un moment donné, vos équipements, c'est des passoires, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la résilience des architectures sur les réseaux d'opérateurs, il y a plusieurs points, en fait. Le premier, c'est la résilience des infrastructures physiques de liaison. Donc, c'est-à-dire la diversité des chemins, et puis la capacité sur un même chemin en fait d'avoir des alternatives. Donc il y a la notion de double adduction et de chemin fibre redondant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la résilience de l'Internet, des fois, elle tient à peu de choses. Là, j'ai mentionné certains cas que j'ai moi-même vécu par le passé sur les infrastructures que j'ai pu piloter. Donc il y a évidemment l'erreur humaine. C'est-à-dire, dans un data center, quelqu'un qui fait une mauvaise manip, manque de bol, il intervient sur un patch panel, des bandeaux optiques, et puis il débranche le mauvais truc. Et puis, manque de bol, c'était un lien backbone, donc tout est en vrac immédiatement. Et puis, en général, c'est assez dur à détecter ce type de truc, parce qu'on ne sait pas forcément qui intervient dans un data center, surtout quand l'erreur humaine en question est un tiers qui n'a pas prévenu qu'il intervenait et qu'il intervient sur un espace qui n'est pas forcément son périmètre de responsabilité initiale. Et donc, après, quand vous êtes la victime, c'est un peu dur à localiser le truc parce que vous n'avez jamais envoyé personne ce jour-là sur vos équipements.
Donc il y a l'erreur humaine, il y a les rongeurs. Faut pas sous-estimer la capacité de nuisance de nos amis les mulots. Évidemment, les opérateurs de fibres, ils vous diront pas dans les tickets d'incident, rupture dans le backbone du fait de Speedy Gonzalez qui avait une grosse faim. Ils vous expliqueront pas ça comme ça. Les mulots s'appellent des tiers dans les contrats d'opérateurs. Donc en fait, ils vous diront rupture de la fibre suite à mauvaise manipulation d'un tiers. Le tiers, c'est un mulot. Et parce qu'ils sont friands en fait de fibres, notamment en fait, ça se voit régulièrement dans les fibres optiques qui sont au niveau des stations de métro. Les câbles que vous voyez dans les stations de métro, la plupart du temps, c'est pas des câbles électriques, c'est des faux en les fibres optiques. Et puis vous voyez souvent se balader le long des rails, des rongeurs. Ils bouffent pas que les mégots que les gens ramassent, ils aiment bien aussi se faire les dents sur les câbles. Ça peut être des coups de pelleteuse, des vols de cuivre. Donc malheureusement en fait, même si les infrastructures sont très largement déployées en fibre optique, les mecs quand ils ont décidé de voler du cuivre, c'est seulement quand ils ont détruit tous vos câbles, ils se sont dit ah zut, c'est de la fibre optique, ça m'intéresse pas, mais c'est du cuivre que je cherchais. Donc ça arrive régulièrement en fait que des vols de cuivre aient lieu ou que des nuisances soient effectuées sur des câbles optiques parce que les mecs cherchaient du cuivre. Donc des actes de vandalisme, catastrophes naturelles ou technologiques. Là, typiquement, en fait, catastrophe naturelle, ça peut être une tempête qui fait tomber des pylônes électriques, puisque de plus en plus, en fait, enroulés ou autour des lignes haute tension, il y a des câbles fibre optique qui sont posés. Donc, ça peut pas seulement avoir des impacts électriques, mais également des impacts sur le transport optique. On l'a vu, en fait. Du moins dans mon expérience passée, il y avait le cas de fibres optiques qui étaient posées en fait pas loin des rails. Il y avait des feux de broussailles qui étaient provoqués plus ou moins volontairement suivant qu'il y avait des manifestations sur les rails ou pas. Donc résultat, tout crame, les fibres avec. Donc voilà un ensemble d'éléments qui font que si on prévoit pas ou si on a une méconnaissance de tous ces événements qui peuvent perturber le réseau, et qu'on fait son design en disant voilà ma fibre elle est enterrée ou alors elle est mise dans un coin, il n'y a que moi à savoir qu'elle passe par là, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ça c'est un peu la théorie du bisounours, parce qu'il y a beaucoup plus de nature d'incidents potentiels qui peuvent arriver à perturber votre réseau. Simplement, comme je l'ai dit, les opérateurs quand ils communiquent, ils vous donnent toujours une raison beaucoup plus sérieuse, parce qu'ils ont peur de ne pas être crédibles en vous donnant les vraies raisons des ruptures des câbles. Donc, il y a également la résilience des équipements. Donc, les résiliences des équipements, c'est à plusieurs niveaux. Les équipements optiques, c'est-à-dire les équipements de multiplexage optique que vous trouvez le long des fibres optiques elles-mêmes, puis après, dans les couches supérieures, les commutateurs, couche 2, puis dans les couches encore supérieures, couche 3, les routeurs. Et donc, ça fonctionne bien s'il y a une redondance partielle, voire totale, de ces châssis-là. Juste pour information, par exemple, les fibres optiques qui sont déployées par les opérateurs long des voies ferrées ou enfouies long des routes, à un moment donné, il faut bien en fait avoir des locaux pour réamplifier le signal optique. Donc on réextrait le câble, on régénère ou on réamplifie le signal optique. Et donc le point de faiblesse, il se situe là. On a beau enterrer la fibre long des autoroutes à 70 ou 80 cm de profondeur, à un moment donné, il faut ressortir la fibre pour que le signal optique puisse être réamplifié. Et les points de faiblesse sont là. C'est pour ça que, en général, les opérateurs qui vous fournissent des fibres noires que vous devez éclairer vous-même pour faire la réamplification ou régénération des signaux, ils vous donneront soit en fait des coordonnées GPS du truc, ou ils vous donneront l'adresse si elle existe, parce que souvent c'est en pleine campagne, des locaux techniques, et ces données-là sont ultra confidentielles, parce qu'à l'inverse des data centers où tout le monde sait où ça se trouve, et on héberge des équipements, ces points-là sont encore plus sensibles, et donc les points de réamplification des données optiques qui sont pas vus par le commun des mortels, mais qui sont utilisés par les opérateurs qui ont des longueurs d'onde sur des câbles, sont des lieux un peu cruciaux, et sont des données en fait sensibles et stratégiques.